Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 10 octobre. Le bilan de la 15e édition de la Marche pour l'Alzheimer qui a eu lieu du 4 au 26 septembre. Le Salon lance un nouveau projet de jumelage interculturel pour favoriser l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants dans la baie des Chaleurs. Un nouveau centre de pédiatrie sociale en communauté pour la Gaspésie. Le regroupement des organismes communautaires et alternatives en santé mentale débute une mini-série de capsules présentant leur organisme. Et le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel est actuellement à la recherche de bénévoles pour plusieurs de leurs services. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, la 15e édition de la Marche pour l'Alzheimer a eu lieu du 4 au 26 septembre cette année et a connu un vif succès. Bernard Babin, le directeur général de la Société Alzheimer en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous en parle. Cette année, c'était la 15e édition de la Marche pour l'Alzheimer. Comment ça a été? Bien, ça a été vraiment bien. Là. Ça serait même difficile de dire que ça n'a pas été une bonne édition. Ça a été une année historique. Si on parle de chiffres, bien, au départ, on avait ciblé notre objectif à 130 000 $ au niveau régional. Et là, il nous reste encore un peu d'entrée, de l'argent à accumuler encore. Et on arrive à 170 000 $, donc une somme historique cette année. Là, les gens, c'est ça, ils continuent à donner. Oui, vraiment. À un moment donné, bon, c'est la 15e édition. On se dit, est-ce que les gens vont s'essouffler? Est-ce qu'ils vont vouloir soutenir une autre cause? Mais on est vraiment heureux parce qu'on a vraiment des marcheurs élites qui sont nos principaux bénévoles dans la campagne de financement, qui s'engagent à récolter au moins 200 $ là, dans leur communauté. Mais ça, on le sait, là, que souvent, ça peut aller jusqu'à 2000 $ qu'un marcheur élite va récolter. Cette année, le niveau corporatif, les entreprises ont donné beaucoup plus que les autres années. Et le fait d'avoir aussi une équipe à la Société Alzheimer dévouée, qui travaillait avec des bénévoles, qui travaillait avec les marcheurs élites, je pense qu'ils ont fait aussi un travail extraordinaire, puis ça a permis de donner les résultats qu'on a eus, avec aussi des présidents d'honneur très engagés. C'est combien de marcheurs élites en tout? Cette année, on avait 240 marcheurs élites. Quand même une augmentation de 40 par rapport à l'an passé. Juste dans la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine? Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, oui, c'est ça. Les chiffres que je vous mentionne, c'est vraiment là, ceux de notre région. La Société Alzheimer, on a 6 points de service en Gaspésie, 1 aux îles, donc tous les points de service travaillaient à leur marche, avec chacun président d'honneur, un comité, des bénévoles. Donc, oui, 170 000 $ pour la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles. Puis juste pour souligner l'importance de tous ces dons, l'argent, elle sert surtout à quoi? À bonifier nos services. Okay. C'est ça, le fait qu'on a 6 points de service en Gaspésie et 1 aux îles, c'est vraiment que pour nos équipes en intervention, ceux qui font de l'animation à domicile, on puisse bonifier les activités, la programmation. Donc, l'ensemble de l'argent récolté va vraiment pour bonifier nos services. Là, la marche, c'est la principale. C'est notre principale activité de financement, oui, c'est ça. Le fait que c'est une activité qui nous demande quand même beaucoup de travail. C'est quand même une grosse organisation, là. Organiser une activité de financement à la grandeur de la Gaspésie et des îles. Fait que c'est sûr qu'on a d'autres petites activités de financement, comme le rallye de la mémoire. On a d'autres dons qui vont arriver, exemple des dons funéraires suite à des décès. Mais comme levée de fonds, c'est notre principale activité de financement à la marche. OK. Il y a une possibilité d'être membre de la SAGIG. C'est quoi les avantages d'être membre? Un membre à la Société Alzheimer, je vous dirais, de prime abord, c'est quelqu'un qui encourage la cause de la maladie d'Alzheimer en Gaspésie-les-Îles. C'est sûr qu'on a également un bulletin d'information pour les gens, pour ceux qui sont membres. Donc, ils ont la chance aussi d'assister à notre Assemblée générale annuelle une fois par année. Et c'est ça, on les informe de certaines activités par courriel, tout ça. Et on a une nouvelle politique de membership, là. C'est intéressant d'en parler. Auparavant, c'était 10 $ être membre à la Société Alzheimer pour 1 an. Là, maintenant, on offre aux gens d'être membre soit 1 an, 2 ans ou 3 ans.
Donc, si les gens veulent être membres pour une durée de 3 ans, bien, c'est 25 $ au lieu de 10 $ par année. Donc, c'est une nouveauté qu'on a amenée, puis ça répond bien, là. Les gens adhèrent pas mal à ce système-là de membership. Les gens ils peuvent s'abonner aussi aux infolettes. Oui, c'est ça. Nous, on diffuse beaucoup d'informations. Sur la recherche, sur la maladie d'Alzheimer. Au cours du prochain mois, on va avoir un colloque sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on informe aussi les gens de nos activités qui sont à venir, là. Le SANAL, le service d'accueil des nouveaux arrivants, a lancé son nouveau projet de jumelage interculturel dans la baie des Chaleurs. Voici le reportage de notre collègue Maryse Mongeux à ce sujet. Je suis en présence de Marie-Ève Boucher, responsable de l'accueil et de l'accompagnement et au service d'accueil des nouveaux arrivants au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. J'ai bien nommé ton titre, oui? Oui, c'est exactement ça. Je suis à l'accompagnement et à l'accueil des nouveaux arrivants. Marie-Ève, s'est tenu des soirées d'information concernant le programme de jumelage interculturel. Parle-moi de ce nouveau programme. Oui, en fait, le SANA MRC Avignon-Bonaventure lance un tout nouveau programme. C'est le jumelage interculturel. C'est pour favoriser les rapprochements interculturels avec des personnes immigrantes qui sont nouvellement arrivées et des personnes bien établies de la communauté. Bien, une personne immigrante, c'est quelqu'un qui arrive d'un autre pays. Donc, on a beaucoup des gens de la francophonie. On a beaucoup de Français, de Belges, de personnes de l'Afrique du Nord. Puis, on accompagne aussi, le SANA accompagne aussi toute personne nouvelle arrivante qui arrive d'une autre région là, du Québec aussi. Fait que là, dans cette recherche-là, vous faites appel à la population directement pour trouver ce qu'on appelle des jumeaux ou des jumelles. Oui, on aime beaucoup le mot jumeaux, jumelles parce que ça met un pied d'égalité entre les deux personnes. C'est pas le jumelage, c'est pas un parrainage ni un service d'entraide. C'est vraiment de trouver, de créer des matchs, en fait, avec une personne qui est soit gaspésienne ou soit qui vient de l'extérieur, mais qui est bien établie ici dans la région, puis une nouvelle personne arrivante pour créer des liens, pour permettre une première rencontre. Des fois, ça peut être la première rencontre de la personne dans sa nouvelle communauté d'accueil. Puis de devenir comme une amie, en fait. Okay. C'est vraiment de créer un lien d'amitié avec cette personne-là pour la faire rencontrer des fois son réseau social, l'inviter à prendre un repas, d'aller prendre une marche, de créer un contact. Là, puis c'est un engagement qu'on se veut d'à peu près 6 mois là, avec la personne. Quand même, OK. Ouais. Alors, quand même, mettons, moi, ça m'intéresse, je veux devenir une jumelle. Combien de temps ou combien d'heures par semaine ça pourrait me demander, selon vous? Bien, ça peut être très variable. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de temps que d'autres, mais c'est vraiment d'essayer de prendre un contact minimum une fois par semaine. Ça peut être un appel, comment s'est passée ta semaine. Ça peut être, on va-tu prendre une marche, je vais t'amener à telle place. Faire découvrir aussi le milieu, parce qu'on a tous sa plage préférée. Oui. de faire découvrir la Gaspésie, son endroit. Puis, au niveau de l'engagement, c'est certain qu'on demande aux personnes, aux jumeaux jumelles d'accueil, de participer aux ateliers de préparation. Okay. On va vraiment, on a créé des ateliers de préparation au jumelage qui parlent un peu de la diversité culturelle. Les personnes arrivantes aussi vont pouvoir participer à ces rencontres-là. Comme ça, on va pouvoir faire des matchs des fois avec, selon les intérêts aussi. Là. On ne va pas mettre n'importe qui avec n'importe qui. Là. On va vraiment, moi comme accompagnante, comme au SANA, on va vraiment accompagner les gens dans cette relation-là. Essayer de faire des bons jumelages. Exactement. Est-ce que le fait d'avoir un jumeau, une jumelle a fait ses preuves? Oui, dans d'autres régions du Québec. À Matane aussi, là, ils ont un service de jumelage qui fonctionne très bien. Puis on pense que ça peut vraiment créer une différence au niveau de la rétention des nouvelles personnes arrivantes. Mm-hmm. Nous, on trouve aussi que c'est une magnifique façon, comme d'élargir. C'est une façon aussi de voyager chez soi, pour les personnes, les jumeaux accueillants. Puis en même temps, pour les jumeaux arrivants, de partager leur culture aussi dans la baie. Donc, il faut se préparer à les accueillir. Fait qu'on a besoin des amoureux, de notre MRC, de notre Gaspésie des pour ambassadeurs accueillir. Pour accueillir, puis créer des liens. Leur donner la piqûre. Exactement. Merci beaucoup, Mme Boucher. Merci, ça fait plaisir. L'Accroche-Cœur, le nouveau centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-Sud, a maintenant pignon sur rue à Chandler.
Nous avons rencontré pour vous Nadine Cyr, la coordonnatrice de ce nouveau centre de pédiatrie sociale. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un nouveau service qui a vu le jour ici dans la région. C'est un nouveau centre de pédiatrie sociale en communauté en Gaspésie. C'est quoi au juste? Le centre de pédiatrie, en fond, c'est un service qu'on offre aux enfants en situation de vulnérabilité âgés de 0 à 18 ans. Et quand on parle de la Gaspésie-Sud, on parle qu'on couvre les 3 MRC. Donc, ce qui veut dire MRC Rocher-Percé, Bonaventure et Avignon. Fait qu'on part de Barachois à Saint-Alexis de Matapédia. OK, d'accord. Puis ça, c'est le résultat d'un travail de 3 ans. Ah, 3 ans et plus, je vous dirais, au moins. L'idée est partie de où? C'est qui a parti cette idée-là? L'idée est partie, Dr. Élise Martin, qui est l'investigatrice du projet, s'est rendue à une conférence du Dr. Julien en ville et qui a entendu une phrase nous, les pédiatres, on est bon pour soigner, mais on n'est pas bon pour aider. Et ça, c'est venu vraiment la chercher parce que dans sa pratique qu'elle avait au niveau de la pédiatrie, elle sentait que, oui, elle pouvait soigner les enfants, mais elle ne pouvait pas les aider, elle ne pouvait pas faire plus en tant que pédiatre. Et ça, c'est vrai. Donc, elle a rencontré Dr. Julien. Et Dr. Julien disait, bien, il y a quelques-uns aussi dans la MRC Rocher-Percé, puis tout, qui sont intéressés à savoir pour partir à un centre de pédiatrie. Donc, parlez-vous. Donc, ils se sont rencontrés et il y a eu aussi un diagnostic par rapport sur la MRC Rocher-Percé sur la situation des enfants en situation de vulnérabilité et défavorisés aussi. Est-ce que ça vient répondre vraiment à un besoin là, qui est présent ici? Là? Vraiment, un grand besoin, je vous dirais. Quand on a voulu installer, choisir la place pour installer la maison fixe, qui est présentement à Chandler, on décidait, on n'était pas sûr si on allait vers le Pointe-à-la-Croix. Parce qu'on sait que dans le plateau Matapédia, il y a aussi un grand besoin. Donc, c'était les 2 secteurs. Ça a été, dans le fond, Chandler qui a été choisi parce que c'est là qu'il y avait le plus grand besoin. Là, présentement, c'est combien d'enfants qui en bénéficient? Là, présentement, on est rendu à plus d'une 15aine et on espère au moins, c'est sûr, le docteur Julien demande au moins la première année d'aller chercher au moins 70 enfants. On n'est pas inquiet d'aller chercher au moins 70 enfants, mais c'est sûr aussi qu'il faut avoir le personnel qu'il y a parce que, donc, c'est des rencontres cliniques. On va chercher au niveau pédiatrie, donc au niveau plus médecine, santé, aussi sociale et juridique. Donc, on touche les 3 secteurs. Et si on a besoin, exemple, une ergothérapeute ou une orthophoniste, on va essayer d'aller chercher avec le CI3S, CLSC, toutes les collaborations, les autres organismes, voir s'il y en a. Si jamais il n'y en a pas, on va aller voir, nous, qu'est-ce qu'on peut aller chercher au privé à ce moment-là. Parce qu'avec la Fondation Dr. Julien, c'est clair qu'il faut commencer à offrir les services dans les minimums de 3 mois. Et s'il y a un besoin, il faut répondre aux besoins de l'enfant. OK. Puis comment ça fonctionne au juste? S'il y a des personnes qui veulent en bénéficier pour leur enfant, ils s'y prennent comment? Bien, il y a plusieurs façons, dans le fond, de nous contacter. Il y a aussi les références que, soit, justement, je disais, le CIS, les CLSC, plusieurs organismes, tous les professionnels, on parle d'ergothérapeutes, psychothérapeutes et tout, peuvent nous référer, OK? Aussi, en nous appelant, on a un formulaire. Mais il y a aussi les parents qui disent, mais moi, j'aimerais ça en savoir plus, fait qu'ils peuvent nous appeler directement et on va les aider à ce moment-là. Puis là, vous avez une unité mobile. Exactement. On a une unité mobile qui sert aussi de clinique mobile, mais aussi de réseautage pour aller vraiment vers la baie des Chaleurs, un petit peu plus loin dans les territoires. Le Mobilicœur, justement, a été financé entièrement par la Fondation Santé Baie des Chaleurs au coût de 100 000 $. Donc, on est très contents. Et ça a été aménagé exprès pour
qu'on puisse accepter, donc inviter les parents et les enfants à l'intérieur de l'unité. On a une table, on a une table d'examen clinique, une table pour s'asseoir, des chaises, des jouets, une toilette, tout ça aménagé. Venez chez nous, c'est comme chez vous, ça laisse sentir très à l'aise. Pour nous, c'est très important, il n'y a aucun jugement. C'est notre façon qu'on est installé à la maison, c'est pas comme un CLSC, c'est pas comme un hôpital, pas du tout, au contraire. Donc, on prend le temps d'être ensemble, on prend le temps de discuter et même les cliniques, donc les rencontres, c'est pas une durée de 15 minutes, mais on prend le temps avec les parents et les enfants. Donc, on vous invite vraiment. Vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. On est là pour ça. Ça va nous faire vraiment plaisir. Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, le ROCASM Gym débute une mini-série de capsules présentant leur organisme. Karine Boudreau, coordonnatrice intérimaire chez Droit et recours santé mentale, nous informe à ce sujet. Cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation aux maladies mentales. Oui. C'est quoi l'importance d'une telle semaine? Bien, une semaine comme celle-là, c'est le temps de démystifier les maladies mentales. C'est l'occasion d'en parler parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup de préjugés qui font énormément de mal aux gens qui ont des problématiques de santé mentale. Il y a beaucoup de préjugés qui viennent de l'ignorance ou de la méconnaissance de la réalité. Par exemple, les gens croient encore que toutes les personnes atteintes de maladies mentales sont dangereuses, qu'elles sont inaptes au travail, que ça peut être pour la vie, qu'elles sont moins intelligentes même. C'est ridicule jusqu'à ce point-là. Ou que toutes les maladies mentales sont incurables ou permanentes. Donc, tout ça est faux. Et c'est important de le dire. Les personnes dangereuses, c'est très rare. Les personnes qui vont être inaptes au travail pendant très longtemps ou pendant toute leur vie en raison de la maladie mentale, ça aussi, c'est très rare. Donc, il faut en parler parce que ces préjugés-là, ils causent énormément de tort et peuvent justement aggraver des problématiques de santé mentale parce que les gens se sentent pointés du doigt, se sentent étiquetés. L'étiquette, là, qu'on va mettre à une personne, on a tendance à étiqueter les gens. Ah, toi, t'es quelqu'un qui travaille à Télévague. Moi, je suis coordonnatrice d'organismes communautaires. Mais lorsqu'on dit cette personne-là, c'est une malade mentale, c'est ouf, ça fait mal, là. Ou c'est, même si on dit juste une personne qui a des problèmes de santé mentale, je veux dire, on n'est plus politically correct, mais ça fait mal aussi. Donc, c'est une personne et elle ne se résume pas à sa maladie ou à son problème. Son problème peut être vraiment circonstanciel. Son problème peut être vraiment limité dans le temps. C'est pas parce qu'elle a eu ce problème-là une fois qu'elle doit l'avoir étiqueté dans le front pour sa vie, tu sais. Donc, et c'est pas parce qu'elle a un problème de santé mentale ou un diagnostic de santé mentale qui est chronique, donc qu'elle va le porter pour la vie, que cette personne-là peut pas avoir une vie normale. Elle n'est pas une maladie, elle est une personne. Et donc, l'étiquette et les préjugés, c'est quelque chose contre lesquels il faut lutter de façon quotidienne, mais une semaine comme cette semaine-là nous permet de le faire haut et fort sur les tribunes médiatiques. Puis personne n'est à l'abri des maladies physiques, mais personne n'est à l'abri des maladies mentales. Cette étiquette-là, ça peut limiter l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès à l'amour même. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va apprendre que tu as eu un problème de santé mentale. Mon Dieu, ça peut faire partir quelqu'un... Tu sais, alors que t'es correct, là. C'est passé, c'est derrière toi. Ou c'est bien traité, ou c'est contrôlé, ou tu vis très bien avec ta situation. Il y a des gens qui vivent très bien avec des situations chroniques de santé mentale toute leur vie. Il y a des gens qui sont super créatifs, qui sont des artistes connus, qui ont des troubles anxieux, qui vont sur les tribunes pour dire « Arrêtez de les stigmatiser. Arrêtez de faire comme si c'était des bêtes épeurantes. C'est des gens, c'est des personnes qui ont des histoires, puis qu'on aimerait qu'elles puissent les raconter, mais elles ne les racontent pas parce qu'elles ont peur d'être jugées. » Là, il y a un regroupement des organismes qui est relié à la santé mentale. Puis là, vous avez fait des capsules la première va sortir cette semaine. Oui.
Le regroupement le ROCASM, c'est le regroupement des organismes communautaires alternatifs en santé mentale. C'est 9 organismes qui sont sur l'ensemble du territoire gaspésien. Il y a des centres de jour, il y a des centres d'hébergement, il y a toutes sortes de ressources d'aide et d'entraide pour les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale ou pour leurs proches aussi. Donc, il y a un organisme qui s'occupe particulièrement des proches, des parents, des gens qui vivent avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, la force du groupe, on a décidé que ce regroupement-là existe depuis longtemps, mais on a décidé que de se mettre ensemble pour faire un peu de publicité, mais c'est la force du groupe qui va faire qu'il va y avoir plus de ressources qui vont être connues par les gens. Donc, dans les prochaines semaines, sur Facebook, si vous tapez ROCASM GIM, vous allez aller sur la page Facebook du ROCASM Gym et vous allez découvrir tous les organismes qui font partie du ROCASM. Et quand on dit qu'il y a une personne sur 5 qui, chaque année, font face à un problème de santé mentale ou se retrouvent avec un diagnostic de maladie mentale, c'est peut-être bon d'avoir dans sa poche ces ressources-là, de bien les connaître pour que, éventuellement, si vous avez quelqu'un proche de vous qui se retrouve dans cette situation-là, vous allez pouvoir le guider, l'aider. Ça peut être même vous qui aura besoin de ces services-là. Donc, je pense que c'est important de bien découvrir cet organisme-là qui regroupe la petite armée là, d'organismes communautaires qui aident les gens qui ont des problématiques de santé mentale et leurs proches sur l'ensemble du territoire gaspésien et Madelino. Si vous désirez investir un peu de votre temps pour faire un peu de bien autour de vous, c'est une bonne période pour offrir votre aide dans un centre d'action bénévole près de chez vous. Du côté du Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, ils sont prêts à vous accueillir. Nathalie Bugeaud, la directrice générale, nous en parle. Avez-vous des besoins particuliers au niveau du recrutement? C'est sûr, du côté du recrutement des bénévoles, bien sûr. C'est sûr qu'on a des besoins assez importants parce que, encore une fois, la pandémie a eu un impact chez nous parce qu'on avait un profil de bénévoles un peu plus âgé. Il y en a qui ont décidé de prendre leur retraite long terme, puis c'est très correct aussi, qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans et qui ont décidé, leurs vacances durant la pandémie leur a permis de peut-être penser à autre chose puis plus penser à eux. Donc, c'est sûr qu'on a un besoin de bénévoles importants. Je pense, par exemple, du côté du répit. Pour les nouveaux parents du côté du Petit Bonheur, c'est l'équivalent d'un 3 heures semaine qu'on demande aux bénévoles pendant 10 à 12 semaines. C'est pas pour aller faire du ménage, là, je rassure les gens, c'est vraiment pour prendre soin de l'enfant, pour que les parents puissent récupérer, dormir, aller marcher, prendre l'air, penser à eux dans le fond. Donc ça, on a un besoin de ce côté-là dans plusieurs secteurs sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. Aussi du côté de l'accompagnement transport médical, de ce côté-là, on a plusieurs bénévoles là, qui ont pris leur retraite. Donc c'est ça. De ce côté-là, on défraie le kilométrage à 47 sous du kilomètre. Le but, c'est vraiment d'accompagner la personne, d'être présente à ses côtés là, lors d'un rendez-vous médical ou autre. Et c'est sûr que là, on a besoin de bénévoles. Puis, ce que je veux rassurer les gens, là, souvent on dit, écoute, si je m'embarque là, ils vont m'appeler tous les jours, tout ça. C'est vraiment la liberté d'action du bénévole qu'on essaie de respecter au maximum, là, tu sais. Par exemple, si vous n'êtes pas disponible de telle semaine à telle semaine, on le note dans la quête et on voit là, que vous n'êtes pas disponible, on ne vous appelle pas. Et c'est vraiment... vous pouvez dire, moi, je vais être disponible juste comme substitut s'il manque de bénévoles dans tel village, tout ça pour accompagner les personnes vers les services de santé. Donc, c'est sûr que on a de grands besoins dans plusieurs paroisses du territoire, dans plusieurs municipalités. Du côté de la popote roulante, par exemple, je regarde du côté de Passepébiac, c'est pas encore débuté parce qu'on a eu un petit problème de traitement de repas, mais on pense être sur une bonne piste présentement. Et c'est sûr qu'avec les gens qui sont en attente dans ce secteur-là, on va devoir former 2 équipes de bénévoles à la livraison le mardi et le jeudi. Donc, s'il y a des gens à la maison qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'environ 1 heure. Hein? Et on peut t'appeler à le faire comme aux 2 semaines, aux 3 semaines, la livraison. Donc, c'est pas un bénévolat qui
qui est très, très exigeant, mais c'est un bénévolat, par exemple, qui peut amener beaucoup parce que les personnes, quand ils accueillent, par exemple, la bénévole qui vient leur porter leur repas, c'est une visite en même temps. Hein? C'est une courte visite, mais c'est une visite quand même. Donc, c'est très gratifiant comme bénévolat. C'est un bénévolat qui est quand même qui est très positif, là, qui est très agréable à faire. Ensuite de ça, du côté aussi des visites amicales, de plus en plus, on a des demandes. Une visite amicale, dans le fond, c'est d'aller rencontrer, d'aller visiter, soit une personne âgée, une personne qui vit seule, une personne qui s'ennuie. Ça peut être suite au décès d'un conjoint. Ça peut être, par exemple, que les enfants ne sont pas dans la région et cette personne-là, par exemple, peut avoir un besoin de ventiler, de jaser un peu, tout ça. Donc, il y a un besoin de ce côté-là de plus en plus présent et on a des besoins particuliers dans certaines municipalités, certaines communautés, là, où on a des gens en attente pour des visites amicales. C'est l'équivalent d'environ 1 à 3 heures par semaine et ça peut se faire sur une période d'1 an, 6 mois, tout dépendant. Là, puis on fait quand même un suivi du côté de la personne qui est visitée. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec la personne qui vous visite? Et on fait aussi un suivi du côté de la bénévole, là, à savoir est-ce qu'elle est bien dans cette action-là, tout ça. Donc, oui, on a des besoins en bénévolat et c'est ça, moi j'invite les gens dans le fond à contacter le Centre d'action bénévole au 418-752-5577, poste 6 avec M. Benoît Drapeau, qui est à la gestion responsable des bénévoles, qui va pouvoir donner plus d'informations aux gens qui vont le rejoindre et qui va pouvoir passer une entrevue avec eux, voir leur intérêt, peut-être pour d'autres services aussi qu'on offre ici au Centre d'action bénévole. C'est sûr aussi du côté, par exemple, de l'équipe de travail. Je tenais à en parler parce que du côté du Petit Bonheur, on a connu une petite instabilité là, depuis le printemps, mais on a quelqu'un maintenant qui est en poste. C'est maintenant du lundi au jeudi que l'intervenante est en place. C'est Mme Marie-Paul Alain Castillou. Donc, si les gens, là, les familles, tout ça, qui se sont peut-être sentis un tout petit peu délaissés là, dans les derniers mois dû à l'instabilité qu'on vivait dans ce projet-là, dans ce programme-là. Dans le fond, ils peuvent maintenant appeler du lundi au jeudi, il n'y a pas de problème. Marie-Paul va se faire un plaisir de leur répondre. Donc, c'est en gros là, ce qu'on avait comme nouvelle d'automne. Notre journal est sorti la semaine dernière, tout ça. Donc, beaucoup d'informations à l'intérieur du journal, d'informations pour les bénévoles, les personnes aussi qui reçoivent les services du centre, les partenaires aussi. Donc, si jamais des gens aimeraient recevoir le petit journal du Centre d'action bénévole, on a d'ailleurs quelques commanditaires qui nous accompagnent là-dedans. Donc, c'est de nous appeler. On se fera un plaisir de leur acheminer. Merci beaucoup, puis un bel automne vraiment à toute votre équipe, mais à tous nos bénévoles qui sont sur le terrain. On pense beaucoup à vous, puis surtout, on vous remercie d'être là avec nous. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 10 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.